Bonjour tout le monde. Donc je vous propose aujourd'hui le corrigé du baccalauréat 2018 qui vient de se terminer il y a 2 jours. Donc j'espère que vous avez bien travaillé. Donc je vais essayer de traiter le sujet en entier dans cette vidéo-là. Donc le sujet de cette année est formé par comme d'habitude par deux parties. Il y a la partie physique, il y a la partie chimie. Donc la partie physique comporte chimie comporte deux parties, une partie qui traite l'électrolyse et une partie qui traite quelques réactions de l'acide lactique. Et la physique, elle est composée de 3 exercices. Un exercice qui concerne les ondes ultrasonores, un deuxième exercice qui s'intéresse à la mesure de la capacité d'un condensateur par différentes méthodes et de l'étude du circuit RLC. Et enfin, un dernier exercice qui va s'intéresser à la chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux et à l'étude énergétique d'un oscillateur mécanique, en particulier le ressort. Donc vous voyez, ce sont des questions très classiques, vraiment rien de spécial comme on va le voir dans la suite. Donc allons-y, donc je vais commencer d'abord par la physique. Donc on va passer donc au premier exercice qui s'intéresse à la propagation des ondes ultrasonores dans l'air et dans le pétrole. Donc voilà, comme première question, on vous demande juste de définir donc la nature donc des ondes ultrasonores, sont-elles longitudinales ou transversales? Justifiez votre réponse. Donc les ondes ultrasonores, ce sont des ondes qui se propagent dans l'air ou dans le liquide, en particulier ici le pétrole. Donc la direction de propagation elle est parallèle à la direction de l'onde, donc il s'agit des ondes longitudinales. Donc la déformation dans ce cas-là, c'est une variation de pression. On vous donne le schéma ci-joint là, celui-là, et on va déterminer déterminer le retard. Donc plus exactement le retard temporel entre les deux ondes reçues. Donc je vous explique un peu le principe de l'exercice. Vous avez 2 émetteurs qui émettent 2 ondes en même temps. Une onde se propage dans l'air, une onde se propage dans le pétrole. Et vous avez 2 récepteurs. Et ce qu'on en voit ici, c'est l'enregistrement des récepteurs qui sont placés exactement à la même hauteur. Donc on voit bien qu'un signal est en avance de l'autre, donc vous avez un déphasage qui est exactement égal à la différence de temps entre le temps où on reçoit le premier signal et le deuxième. On peut prendre par exemple les francs d'onde ici, vous voyez la différence entre le franc d'onde de signal reçu par la voie A et le franc d'onde reçu par la voie B correspond exactement à 2 carreaux. Comme on vous donne 2 carreaux, on vous donne la sensibilité horizontale, si une division correspond à 2 millisecondes, donc taux est directement 4 millisecondes. Troisième question, on nous demande de montrer une relation qui permet de lier taux à la vitesse de l'onde dans l'air et à la vitesse dans le pétrole. Donc là, il suffit de savoir que la distance parcourue par les 2 ondes est la même. Donc la distance parcourue par les 2 ondes est la même. Donc il suffit d'écrire la relation entre la distance et la vitesse et le temps. Donc la vitesse T1 c'est le temps de parcours de l'onde dans l'air, T2 c'est le temps de parcours de l'onde dans le pétrole. Puisque la distance parcourue est la même parce que les 2 récepteurs sont placés à la même position, à la même hauteur. Donc vous avez T1 c'est le temps mis par l'une, T2 le temps mis par l'autre. Taux, c'est la différence de temps entre T1 et T2. Mais comme on ne sait pas a priori dans quel milieu l'onde est plus rapide, on peut mettre valeur absolue. Mais donc, vous avez directement ici, il suffit de chercher T1 ici dans cette relation, c'est D sur VR. T2, c'est D sur V pétrole. Et vous remplacez et vous avez facilement la relation demandée. Enfin, on nous demande de calculer la valeur approchée de la célérité de vitesse de l'onde dans le pétrole. On connaît tout. On connaît la distance D qui est la longueur L en fait dans l'énoncé. On connaît la vitesse de l'air. On connaît le temps taux d'après la première question. Donc on peut déterminer facilement la vitesse.
on peut déterminer facilement la vitesse du pétrole qui est égale à L fois VR sur L moins taux fois VR. Une application numérique, ça nous donne V pétrole égale 1303 mètres par seconde. Donc vous voyez que c'est un exercice qui est extrêmement simple, pas de difficulté spéciale. Bon, la seule difficulté ici, il suffit de savoir que la distance parcourue par les deux ondes, elle est la même. On passe donc à l'électricité. Donc l'électricité aussi, c'est un sujet très intéressant et vous allez voir que ce qui m'a plu dans l'exercice, c'est qu'on vous pose des questions et la réponse se trouve quelque part un peu plus de loin dans l'énoncé. Donc dans la première partie, on s'intéresse à l'étude d'un générateur en courant continu. Donc première question, d'abord on vous dit quel est l'intérêt de mettre deux condensateurs en parallèle. Donc bien sûr l'intérêt de mettre deux condensateurs en parallèle, ça c'est une question purement de cours, c'est ça nous permet d'avoir des capacités de des condensateurs de grande capacité. Donc l'intérêt de mettre des condensateurs en parallèle, c'est bien sûr d'avoir des condensateurs de grande capacité parce que quand on met les condensateurs en parallèle, les capacités s'ajoutent. Et par conséquent, on peut emmagasiner plus d'énergie. C'est l'une des applications les plus importantes des capacités. Deuxième question, on vous dit de déterminer la valeur de la constante de la capacité équivalente de condensateurs en parallèle. Donc d'abord, il faut se souvenir, ou bien il faut savoir que la relation entre lorsque deux condensateurs sont en parallèle et les capacités s'ajoutent, donc C équivalent c'est exactement C1 plus C2. Notez bien ici on utilise un générateur de courant, ça veut dire le courant il est constant, égal à I0, qui est égal à Q sur T, même si on ne va pas utiliser cette relation dans la suite. La tension aux bornes du condensateur équivalent, c'est bien sûr Q sur C équivalent, ça vous le savez très bien. Et ensuite, on peut déduire la relation Q en fonction de UAB. Pourquoi? Il faut absolument déterminer Q en fonction de UAB parce que la courbe qu'on nous donne, c'est Q en fonction de la tension UAB. Et on voit bien que c'est une droite, donc c'est une équation de la forme Y égale à X. Donc la pente de cette droite, c'est exactement la capacité équivalente. Et donc à partir de la pente, on peut déduire facilement C équivalent. On nous donne ici 2 points. On peut prendre 10 C1 ou bien 20 et 2, c'est la même chose. Donc la pente est donnée par 20 sur 2. N'oubliez pas les unités, c'est microcoulombes. Donc il faut multiplier par 10 moins 6. L'unité, c'est en farad. Donc c'est 10 moins 5 farad. Ou bien 0,1 ou bien 10 microfarad. Bien, pour deuxième question 1.3, on nous demande de calculer la capacité, de trouver la valeur de C2. Connaissant C1 et C équivalent. Donc bien sûr, question très facile. C équivalent, c'est C1 plus C2. Donc, on peut déduire C2 est égal à 2,5 microfarad. Donc, notez bien cette valeur. On va la retrouver dans la suite, dans l'énoncé. Deuxième partie, on va étudier le circuit RC. Cette fois-ci, on applique non pas une source de courant, mais un échelon de tension, c'est-à-dire un générateur de tension constante cette fois-ci, et non pas le courant qui est constant. On charge le condensateur et à T égale à 0, on va mettre l'interrupteur sur la position 2. Donc on est exactement dans le cas de décharge du condensateur. Question classique, détermine l'équation différentielle vérifiée par I de C au bord du condensateur, I de C2. Donc il suffit d'appliquer la loi d'additivité des tensions, I de R plus I de C égale à 0 et remplacer I de R par sa valeur, sachant la relation, bon, tout le monde le sait maintenant, I est égal à C fois D de I de C sur D de T, donc I de R est égal à R fois I, c'est R, C fois D de I sur D de T. Vous remplacez I de R par sa valeur, n'oubliez pas, c'est la tension vérifiée, l'équation vérifiée par I de C, donc il faut garder I de C dans l'équation. Donc on trouve l'équation différentielle suivante. Question 2.2, on nous demande de trouver l'expression de taux en fonction de RC. On nous donne la solution de l'équation différentielle. Donc, on nous donne que I de C s'écrit sous la forme E exponentielle moins T sur taux. On calcule la dérivée de I de C, c'est moins E sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et en remplaçant dans l'équation différentielle,
on trouve facilement que taux est égal à RC. Donc ça, vous le savez par cœur. Temps de relaxation, bien le temps caractéristique de la charge et également de décharge, c'est R fois C. Ensuite, on nous demande de retrouver la valeur de C2, cette fois-ci à partir de taux. Donc, on nous donne l'équation de décharge, comment se décharge la varie I de C en fonction du temps. On nous donne la tangente à l'origine, et vous savez bien que la tangente coupe l'axe des X exactement en T est égal à taux. Donc, on peut déduire directement d'après cette courbe-là que taux est égal à 4 millisecondes. Donc là, comme taux est égal à RC, donc C est égal à taux sur R, on nous donne la valeur de R, donc on retrouve exactement 2,5 microfarad. Donc ça vous met en confiance et vous pouvez continuer parce que vous avez trouvé exactement la même valeur que vous avez trouvé tout à l'heure. Deuxième partie, on va étudier le circuit RLC en série. On nous demande de déterminer l'équation différentielle par la charge Q de T. Donc la question classique, vous avez U, I est égal à D de Q sur D de T, c'est Q point. D de I sur D de T, c'est Q seconde. La loi d'additivité des tensions, c'est U de C plus U de L égale U de G. On a dit qu'on insère une tension U de G dans le circuit de tout à l'heure. Donc on remplace U par sa valeur. U de L qui est L D de I sur D de T plus RI. N'oubliez pas que la bobine utilisée possède une résistance interne, petit r. Et ensuite U de G qui est égal à KI, c'est donné par l'énoncé. Donc l'équation différentielle vérifiée par Q et l'équation classique Q seconde plus R moins K fois L, Q point plus Q sur L, c'est égal à 0. On nous dit donc pour avoir un régime sinusoïdal, le terme en Q point doit s'annuler. Donc il faut que tout simplement K est égal à R. Or on nous donne la valeur de K. Donc la valeur de R est égale à 5 ohms. Donc voilà d'établir l'équation différentielle. On nous dit qu'en ajustant K par K égale à 5, on obtient les oscillations deviennent sinusoïdales. Ça veut dire tout simplement qu'on vient à un régime périodique et non plus pseudo-périodique. Et donc si on règle la valeur de R égale à K, donc la dérivée première qui est à l'origine de régime pseudo-périodique s'annule. Et on trouve une équation Q seconde plus Q sur LC égale à 0 si R est égal à K qui est égal à 5. Bon, j'ai oublié une petite question, c'est première question, pourquoi observe-t-on un régime oscillatoire pseudo-périodique? Eh bien tout simplement parce que la bobine possède une résistance interne, donc il y a une perte d'énergie par effet Joule dans la résistance. Et enfin, on nous demande de trouver la valeur de L, cette fois-ci à partir de la courbe suivante. Une fois qu'on choisit R est égal à 5, le régime devient exactement périodique. Donc, ce qu'on peut dire à partir de cette courbe, bien sûr, c'est la période. Et vous voyez bien que la période est égale à 2,5 millisecondes. Or, donc voilà l'équation différentielle C, R est égal à 5. Donc, la période, c'est 2 pi racine de LC. On connaît la capacité, on connaît la période d'après la courbe, c'est 2,5. Donc, je peux déduire facilement L qui est égal, sauf erreur, l'application numérique, ça nous donne 0,06. N'oubliez pas les unités, c'est le Henry. Donc, voilà un peu pour l'électricité. Donc là, vraiment, il n'y a aucune question un peu piège. Tout est classique. Donc, on continue par la mécanique. Là aussi, c'est très classique. Donc, on va étudier la chute d'une bille dans un liquide visqueux. Donc, toujours en mécanique, première chose qu'il faut indiquer, quel est le système étudié. Donc, c'est la bille dans le liquide visqueux. Quelles sont les forces appliquées? Il y a 3 forces. Il y a la force de frottement. On nous dit son expression, on la donne, c'est moins K fois la vitesse de la bille. Ensuite, il y a la poussée d'Archimède. On nous donne son module. Faites attention. Donc, son vecteur, avec un vecteur, ça sera moins J. Donc ρ V fois G, V c'est le volume, à ne pas confondre avec la vitesse. Et enfin, le poids, bien sûr, qui est égal à mg, qui lui est dirigé vers le bas. On nous dit comme première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc il suffit de faire la somme des forces, c'est égal à m fois d de V de G sur d de T. Donc de faire la projection de cette force sur l'axe des Y, donc moins F plus P plus FA est égal à M d de VG sur d de T. Donc F c'est K fois VG, le P c'est MG
et FA sur rho V fois G est égal à M D de VG sur D de T. Donc voilà pour la première question. Donc on a dit, deuxième question, je suis en train de chercher dans l'énoncé. Donc voilà, déterminer, on nous donne, donc voilà l'équation différentielle. Donc je vais la mettre sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que on nous dit, voilà l'équation vérifiée par D de V de G, par analogie, on va déduire taux et A. Donc il suffit de faire l'analogie entre cette expression qu'on a trouvée et celle qu'on nous donne. Vous voyez bien que taux c'est l'inverse de ce terme, donc taux c'est M sur K, et A c'est cette grandeur-là, c'est G facteur de 1 moins ρ fois V sur M. Ensuite, on nous dit de déterminer les valeurs de taux et de V limite. Donc à partir de la courbe, donc là il suffit de faire la lecture sur la courbe, rien à démontrer. Donc la vitesse limite, c'est la vitesse quand t tend vers l'infini. Donc on voit bien que la vitesse tend vers une valeur qui est constante, qui est 0,5 mètres par seconde. Et taux, c'est l'intersection de la tangente à l'origine avec la vitesse, l'axe de vitesse limite. Vous voyez bien, faites la projection ici, vous voyez taux est égal. Bon là on a 36 divisé par 2, c'est 18. Donc 36 plus 18, ça fait bien 54 millisecondes. Ensuite, on nous dit de déterminer la valeur de A et la valeur de taux. Donc là, il faut faire très attention. Donc la valeur de taux, on l'a déjà calculé. Donc la valeur de K, pardon, et la valeur de A. Donc la valeur de K, vous voyez bien qu'ici, à partir de M, on connaît la masse et on connaît taux. Donc je peux déterminer facilement K. Mais faites attention, A, si vous êtes lancé, on ne connaît pas le volume de l'habit, donc je ne peux pas utiliser cette relation. Il faut penser plutôt à déduire la valeur de A à partir de cette relation-là. Vous voyez que si V est égal à V limite, donc ce terme est égal à une constante, donc vous voyez une relation, on a une relation qui permet de lier V limite à la constante A et taux. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc voilà, pour le calcul de taux, c'est classique, c'est M sur K, on connaît la valeur de M, on connaît la valeur de K. Donc j'ai oublié de mettre ici l'unité, il faut bien mettre, c'est en secondes, c'est un temps. Ensuite, la valeur de K, c'est M sur taux, comme je dis tout à l'heure, il faut les déterminer à partir de cette relation-là, la valeur de K. Donc si V est égal à la vitesse limite, D de V sur dt, c'est une constante, est égal à 0, donc vitesse limite est égale à A fois taux. Donc je peux déterminer A est égal à V limite sur taux. Vitesse limite, on le connaît à partir de la courbe. Taux, on l'a déjà calculé, il est là. Donc vous voyez bien que cette constante A vaut 9,26. Là aussi, faites attention aux unités. Donc la constante A est exactement la même unité qu'une accélération, donc mètre seconde moins 2. Voilà. Donc, dans la suite, donc là aussi, on vous donne une indication pour vérifier si vos calculs sont corrects, si vous faites attention. Donc, dans la suite, on vous dit la valeur de l'équation différentielle du mouvement G s'écrit sous la forme numérique suivante. Donc, ça, on vous le donne. Et si vous comparez avec celle-là, vous voyez bien que 9,26, donc c'est exactement la constante A. Donc, on est sûr que nos valeurs, nos mesures sont parfaitement correctes. Donc on nous donne maintenant cette équation différentielle et on nous demande de calculer l'accélération à 3 et la vitesse au point à 4 en utilisant la méthode d'Euler. Donc la méthode d'Euler, c'est une méthode approchée qui permet de déterminer, d'estimer la valeur de la vitesse de la balle en fonction du temps en utilisant les deux relations fondamentales. Voilà la base. Donc c'est l'équation qu'on vous donne, c'est d de VG sur d de t à l'instant ti, ou si vous voulez l'accélération à l'instant ti, c'est tout simplement, donc ça on vous le donne, c'est lié à la vitesse à l'instant ti, mais on a une autre relation qui est l'accélération à l'instant ti, c'est delta v sur delta t, ou si vous voulez la vitesse à l'instant ti plus 1, moins la vitesse à l'instant ti, c'est l'accélération à l'instant ti fois delta t. Donc d de VGI sur dt, c'est AI. Donc vous voyez, donc si je connais V3, je peux déterminer A3 par cette relation-là. On nous donne V3, donc il suffit de remplacer V ici par sa valeur, et vous avez directement la valeur de A3. Donc voilà, A3 directement, c'est 9,26 moins multiplié par V3, donc ça on vous le donne dans l'énoncé. Donc je peux déterminer A3 est égal à 6,92 mètres seconde moins 2. Maintenant, on nous demande de calculer
à V4, connaissant A4. Donc là, il suffit de remplacer ici, là aussi, par cette relation, de dire V4, c'est-à-dire l'instant t est plus 1 moins V3, c'est égal à A3. Donc ça, il faut faire attention, c'est A3 fois delta t. Donc je connais, il me reste comme seul inconnu V4, je connais V3, je connais A3, je connais delta t. Donc je peux déterminer directement V4 égale à 0,160 mètres par seconde, bien sûr. Donc delta t, c'est le temps entre deux mesures successives. Vous voyez bien, on vous dit 0,015 pour A3, 0,020 pour A4. Donc delta t, c'est bien 0,005. Donc voilà pour la... On passe directement à la dernière partie de la mécanique, c'est l'étude énergétique d'un oscillateur harmonique. Donc on vous dit, c'est un ressort ici qu'on déplace jusqu'à une position xm. Donc on le lance à t égale à 0. Donc x égale à 0, ça correspond à la position d'équilibre et on vous donne la variation de x en fonction du temps. Donc on vous dit que x s'écrit sous la forme xm cosinus de p sur t fois t0 plus phi. Question classique, déterminer xm, phi et t0. Donc tout ça, on peut le déduire uniquement à partir de cette courbe. Donc xm, c'est l'amplitude maximale, c'est 6. Donc c'est 6 cm. De la période, donc c'est entre deux maximums successifs, ici vous avez bien 0,5 secondes. Et enfin, pour la phase, il faut utiliser les conditions initiales. À t égale à 0, x est égal à x max. Et donc, vous remplacez ici t par 0, vous avez x max cosinus phi est égal à x max, donc cosinus phi est égal à 1, donc phi est égal à 0. Ensuite, on nous demande de déterminer la valeur d'énergie potentielle à l'instant t1. Bon, là, c'est purement une application numérique. L'énergie potentielle, c'est 1 demi kx carré. Il suffit de se référer à la courbe. Et pour t est égal à t1, déterminer la valeur de x à partir de la courbe. Et l'énergie, c'est bien en joules. Et enfin, trouver le travail de la force de rappel entre les positions xm et moins xm. Donc le travail de la force de rappel, c'est bien l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Comme l'énergie potentielle lorsque x est égal à xm est égal à l'énergie potentielle lorsque x est égal à moins xm. Donc cette valeur est exactement nulle. Parce qu'un demi-k xm au carré ou bien un demi-k moins xm au carré, ce sont les mêmes. Donc vous voyez bien que la variation ou bien le travail est nul. Mais on peut le démontrer aussi par purement mathématique. Bon, ça, on l'utilise en sciences maths en particulier. Le travail, c'est la force fois d de x. Et j'intègre entre moins xm et xm. F, c'est moins kx. Et ça me donne une intégrale de x d de x qui est x carré sur 2. Bon, c'est x carré ici sur 2. Entre moins xm jusqu'à xm, ça vous donne, bien sûr, 0. Donc voilà un peu pour la physique. On passe maintenant à la chimie. Donc là, c'est une question aussi très classique. Je pense, vous pouvez se référer au bac 2013. Vous allez voir exactement la même chose. Il suffit de remplacer le plomb par je sais pas. Bon, vous regardez le sujet de mètre 13. Donc on utilise l'électrolyse d'une solution de bromure de plomb. On vous dit dans quelle électrode, ou bien dans une électrode, il y a dégagement d'un gaz qui est Br2. Bon, je vais revenir à l'énoncé plus exactement. Donc voilà, donc on nous dit, il est où l'énoncé? Électrolyse, voilà. Première question. Donnez le nom de l'électrode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Donc, il suffit de savoir s'il y a formation de dibrome, est-ce qu'on a oxydation ou bien on a réduction. Donc, formation de Br2 correspond à l'oxydation parce que, donc, à l'oxydation, c'est donc au niveau de l'anode. Donc, pour vous rappeler, donc, A dans l'oxydation, anode, comme ça, pour mémoriser cette information-là. Donc, voilà. Donc les deux, ensuite les deux couples qui interviennent, donc c'est classique. Au niveau de la cathode, donc vous avez réduction, dépôt de plomb. Au niveau de l'anode, on vient de le dire, c'est oxydation, formation de gaz Br2. Donc l'équation bilan, c'est bien sûr la somme des deux, donc il est bien équilibré. Donc voilà pour l'équation bilan. Ensuite, déterminer la valeur de l'intensité du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée delta de t. Bien sûr, on nous donne
Le courant, voilà, on nous donne delta T et on nous demande de déterminer le courant. Donc là aussi, c'est une question classique. Déterminons pas le courant qui passe pendant delta T. Donc la formation d'une mole de plomb s'accompagne de la formation de 2 moles d'électrons. Donc il suffit de... C'est une réaction, question, vous connaissez très maintenant par cœur. Ici, delta Q sur T. Delta T est égal au nombre de moles d'électrons, enfin le farad divisé par delta T. Il suffit de savoir quelle est la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles du plomb déposé. Donc là, dans cet exercice, vous voyez bien 2 moles d'électrons nécessitent 1 mole de plomb. Donc le nombre de moles d'électrons, c'est 2 fois le nombre de moles de plomb. Et le nombre de moles de plomb, on nous donne les données pour le calculer. On nous donne la masse du plomb déposé divisé par la masse molaire. Donc, je connais le nombre de moles. Constante de Faraday, on la donne. Delta T, c'est 3600 secondes. Application numérique. Donc, vous avez, l'application numérique, vous avez un courant de 5,36 ampères. Question 4, on nous demande de calculer dans les conditions de l'expérience le volume du gaz de dibrom formé pendant le même temps delta T. Donc, on nous donne le volume molaire. Donc là aussi, c'est classique. Le nombre de moles de Br2, c'est égal au nombre de moles de plomb. Donc, est égal au volume divisé par le volume molaire. Donc, on connaît le volume molaire, on connaît le nombre de moles du plomb. Donc, je peux calculer facilement le volume du Br2 déposé qui est égal à 7,05 litres. Voilà. On passe maintenant à l'étude de quelques réactions de l'acide lactique. On vous dit qu'on dose un volume VA de solution d'acide lactique AH avec une concentration CA par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire CB en suivant les valeurs variation de pH du mélange réactionnel en fonction de VB versé. On trace la courbe suivante. Donc, première question, l'équation de la réaction. Donc, c'est AH plus OH moins hydroxyde de sodium, bien sûr, c'est la base. Donc, équilibre, parce que si on a ici une base forte avec acide faible, donc A- plus H2O. Coordonnées du point d'équivalence, donc la courbe il est déjà tracée avec les tangentes. Donc, on voit bien que d'après la courbe que cette tangente-là coupe, cette parallèle coupe la courbe en 2 points, pH égale à 8 et VBE égale à 10 millilitres. Donc, voilà. Ensuite, on nous demande de calculer la concentration CA. Donc, il suffit d'utiliser la relation à l'équivalence. Au point d'équivalence, l'acide faible a été totalement consommé par sa réaction avec la base forte. Donc, c'est-à-dire en ce point, on a exactement CAVA égale à CB fois VBE. Donc, CA est égal à CB VBE sur VA. Application numérique, ça vous donne une concentration de 2,10-2 mol par litre. Quel est l'indicateur qui convient le mieux? Donc là, c'est facile, il suffit de voir le pH à l'équivalence appartient à quelle zone de quel indicateur. Et d'après le tableau qu'on nous donne, c'est bien sûr, il s'agit du rôle de Cresol, car le pH égal à 8 appartient à sa zone de virage. Et enfin, on nous demande de calculer le rapport A- sur AH. Donc là, il faut faire attention, il faut directement penser à la relation qui permet de lier Ka à ce rapport, parce qu'on nous donne la valeur numérique de Ka. Et non pas le quotient de réaction. Donc pH c'est pKa plus log de A- sur AH. Donc je peux déduire facilement le rapport A- sur AH quand on a versé un volume de 10 ml, c'est-à-dire à l'équivalence, ça vous donne 3,9 10 puissance 4. Donc la concentration de A- est très très supérieure à la concentration de AH. Ça veut dire l'espèce dominante, c'est bien la base. Donc voilà un peu pour ce sujet. Donc j'espère que vous avez bien travaillé. Bonne chance et à très bientôt.